Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Financial Innovation Day, bienvenue à ce plateau consacré au financement de l'entreprise innovante, plateau organisé avec Finance et Conseil Méditerranée. Nous avons deux intervenants, Yves Martin-Chave d'Innovatech Conseil et Jean-Pierre Batigello de BPI France, spécialiste de l'innovation à BPI France, c'est ça ? Donc nous allons pouvoir parcourir les différents dispositifs en voyant ceux qui fonctionnent. Et quelque part, oui, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des cul-de-sac, donc c'est pas la peine d'y aller. Et on voudrait voir avec Yves Martin-Chave un petit peu vos clients. Quand ils arrivent, que vous leur préconisez, s'ils sont des entreprises qui sont ici au Financial Innovation Day, qu'est-ce que vous leur préconisez si vous les recevez dans votre bureau, vous leur dites voilà, il y a ça qui est possible et ça marche parce qu'on vient de monter des dossiers qui ont effectivement permis de financer des entreprises. Bonjour, donc Yves Martin-Chave. Effectivement, les entreprises, les porteurs de projets qui viennent me consulter sont souvent accompagnés déjà, soit par un incubateur, soit par Provence Promotion, on ne peut pas les citer, une pépinière, deux experts comptables. Et en fait, ce qu'ils demandent souvent, c'est la totale. De l'argent, les bons conseils, divers et variés. Et sur la partie argent, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut à minima que le porteur de projet ait un peu d'argent. Parce que tout va être basé sur son propre argent. Ce qui démontre déjà qu'il a confiance en son projet et qui va être le déclencheur de tous les autres apporteurs d'argent. Bon, je crois que les grandes pistes, on les a déjà vues un peu ce matin, mais je peux les reprendre. On a les plateformes d'initiative locale. On a on a vu PIDEX, DAP. Après, on a les incubateurs. Et puis, il y a l'étape indissociable à tout bon projet accompagné, c'est BPI France. Ils ont une multiplicité de financements qui permet d'envisager toutes les enveloppes financières à partir du moment où on a quand même une base d'innovation. La première base, c'est ce que développait ce matin Christian Ray pour Marseille Innovation, c'est-à-dire il faut pouvoir accumuler les premiers dizaines de milliers d'euros, elles vont s'accumuler auprès d'opérateurs différents, qui peuvent être la bourse French Tech, qui peuvent être la plateforme d'initiative locale, qui peuvent être PACA Entreprise, les business angels. Les business angels qui vont constituer une première base. Sans cette première base, si on y va tout nu, pour être radical, on a peu de chances de passer quand même. Il y a peu de chances parce que de toute façon, il faut arriver à convaincre vos interlocuteurs. Pour convaincre les interlocuteurs, il faut un projet. Et le projet, il faut qu'il soit constitué. Il faut que la société soit créée. Il faut que la preuve du marché, le concept du marché soit établi. Sans preuve du marché, personne ne va y aller. Pas que sur votre propre bobine, sauf si vous avez déjà une expérience, plein de réussites et que vous suffit de dire comme ça, mon projet va marcher, qu'il y a tout le monde qui va y aller. Non. Il faut avoir défini la preuve de marché, il faut donc avoir payé les premières dépenses permettant d'avoir accédé à un certain étage. D'accord, donc c'est la première étape qu'on a vue ce matin avec Christian Ray. Accumuler une première phase qui permet de faire la preuve que l'application, elle fonctionne, qu'il y a des clients qui sont prêts à payer, même si ce n'est pas l'application finale, mais qui sont déjà des premiers clients potentiels, et qu'il y a déjà une première preuve qui a non seulement un appétit sur le marché, mais que le marché est prêt à faire un chèque, quoi. Puis c'est un principe de bon sens. Toute opération relative à de la recherche de financement prend du temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. À minima, c'est 1 mois et demi, 2 mois. Donc, il faut pouvoir payer les dépenses en cours. Oui. Et voilà. Donc, spécifiquement, moi, je suis de métier, de base, expert comptable. J'ai arrêté l'expertise comptable après avoir créé ces 2 cabinets. Et je suis spécialisé dans le financement de l'innovation depuis 2009, et notamment le crédit d'impôt recherche. Donc, je travaille essentiellement sur des projets qui ont une forte innovation. Une innovation de rupture ou des entreprises qui sont déjà structurées, qui ont des projets de recherche et développement. Et donc je travaille essentiellement sur le crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Et ces 2 dispositifs, qui sont surtout le crédit d'impôt recherche, qui est la mesure phare du gouvernement depuis déjà 32 ans qu'il existe. Oui. Donc c'est un dispositif pérenne, une enveloppe financière qui est colossale,
Aujourd'hui, Que nous envient beaucoup de pays européens. Tous les pays européens nous envient. Certains pays européens ont mis en place un crédit d'impôt recherche, mais qui n'arrivent pas à la cheville d'une autre. Deux chiffres, 22 000 déclarants, 5 milliards et demi. Ah oui. Et alors en Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque notre observatoire du financement de la PME nous permet de le dire, une courbe totalement exponentielle et tout à fait rassurante, avec une rupture à une certaine année, je ne sais plus laquelle, de la croissance du recours au crédit d'impôt recherche en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce qui prouve bien, parce que les contrôleurs sont quand même rigoureux, oui, même si les consultants sont bons, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'innovations en Provence-Alpes-Côte d'Azur, beaucoup d'entreprises qui émargent à ce crédit d'impôt recherche et qui permettent, ce crédit permet de financer quand même une partie de l'innovation dans notre région. C'est quand même l'objectif principal du crédit d'impôt recherche que de financer de l'innovation. Hein. Ouais. On espère. C'est évident que dans la masse d'argent, il y a une partie qui va à des entreprises qui... C'est déclaratif et après c'est contrôlé. Donc il y a un trou dans la raquette et il y a des entreprises qui passent dans les mailles et qui bénéficient de crédits d'impôt recherche auxquels elles n'ont pas droit. Mais c'est une petite minorité, mais qui a un impact sur le fait que les crédits d'impôt recherche sont contrôlés. C'est de l'argent public, c'est normal. Ce que je veux dire au niveau du crédit d'impôt recherche, c'est que c'est un dispositif, le dispositif finançant la recherche en France. Toute entreprise qui engage des dépenses de R&D doit penser crédit d'impôt recherche. C'est un dispositif très complexe, parce que 32 ans de textes fiscaux, c'est adossé aussi au ministère de la Recherche qui va valider l'aspect éligibilité des dépenses. Donc c'est très complexe, mais ça paye beaucoup. Pour rejoindre ta question, le crédit moyen des entreprises en PACA est de 353 000 €. C'est significatif. Dedans, il y a des grands groupes, des PME, des ETI, et puis les petites entreprises. Ici, toutes les entreprises qui utilisent le crédit d'impôt recherche, on est très vite à 50 000, 100 000, 150 000 €. Et dès qu'elles ont 10, 15 salariés, qu'elles ont vraiment une activité de R&D, on dépasse largement les 300 000 €. Juste un aspect de trésorerie sur le crédit d'impôt recherche, oui, parce que l'aspect crédit dirait que c'est après. Là, il y a quelque chose qui, pour ceux qui commencent, est à clarifier sur le calendrier de disponibilité du crédit d'impôt recherche. Alors, le crédit d'impôt recherche, ce qu'il faut comprendre, c'est vous engagez des dépenses de R&D tout au long de l'année. On va partir, pour prendre un exemple très simple, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Vous engagez tous les mois des dépenses, vous payez les salaires des chercheurs et des techniciens, des dépenses de sous-traitance, vous avez acheté vos immobilisations. Et puis, lorsque vous établissez vos comptes annuels, on va dire vous les déposez en avril de l'année suivante, vous déposez en même temps votre déclaration de crédit d'impôt recherche. On va dire que vous n'êtes pas imposable parce que vous êtes en phase de recherche, vous n'avez pas encore de chiffre d'affaires, donc pas de bénéfice, pas de résultat, pas d'impôt. Vous n'avez qu'un crédit d'impôt, vous le déclarez en avril, on demande le remboursement et en juin, juillet, si tout se passe bien, vous avez le remboursement du Trésor public. Si tout se passe bien. D'accord. Donc ça veut dire qu'on est à plus... Dans l'année 2, 18 mois après voilà, le début de l'entreprise. C'est ça. Donc ça veut dire que vous avez dû financer. Donc il y a quand même 18 mois à financer. Il y a 18 mois à financer, sachant que vous... Ben oui, parce qu'en plus, les mois de janvier, février, mars de l'année suivante, vous avez continué à payer les dépenses, les dépenses de l'année en cours. Ouais. Alors il existe... Vous avez ici la personne qui a inventé le préfinancement du CIR ouais, au niveau national, qui l'a pensé, qui avait été repris par BPI France à l'époque, que BPI France ne fait plus, et il y a aujourd'hui des acteurs qui le font. Les banques Les banques le font, mais de façon assez frileuse. Il y a un fonds de prêt qui vient de se créer et qui le fait. Donc si vous avez la possibilité au bout de 18 mois de toucher le crédit d'impôt recherche, il y a certains établissements qui vous permettent de dire avant les 18 mois, je peux toucher oui, une partie, je suppose, de ce crédit d'impôt recherche. Oui. Mais je vais quand même dire que la base, c'est d'établir un dossier de crédit d'impôt recherche solide, très solide, qui doit être fait au fil de l'eau. Et il faut bien comprendre le mécanisme du crédit d'impôt recherche qui est basé sur engager des opérations qui nécessitent d'avoir fait au préalable un état de l'art, une bibliographie, identifier des verrous technologiques certains, réaliser les travaux et avoir un accroissement de connaissances.
Et tout ça, il faut le formaliser, très bien l'écrire. C'est pour ça que nous, Innovatech Conseil est là. On a une expérience dans ce domaine, surtout pour les entreprises d'une certaine taille, où on a une équipe de scientifiques qui est là pour formaliser les dossiers, une équipe financière qui repose sur mes épaules pour chiffrer dans le sens. Et surtout, il faut bien le justifier. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une aubaine entre guillemets, mais elle n'est pas facile. Il y a comme naturellement, et c'est quelque part normal, du contrôle, a posteriori, mais il vaut mieux être a priori dans les clous, quoi. Tout à fait. Et pour ce faire, nous avons sorti une application qui permet aux entreprises de calculer et de gérer de façon autonome son CIR, et qui est destiné plutôt aux experts comptables et aux avocats fiscalistes conseils en propriété intellectuelle, qui est un outil pour eux, qui est gratuit pour eux. Pour le moment. Non, qui est gratuit. On le laissera gratuit pour tous les experts comptables, avocats fiscalistes, conseils en propriété intellectuelle, qui leur permet de calculer, de gérer, et aux entreprises, leurs clients, pourront bénéficier de ce service-là. Donc c'est CIR Expert, c'est ça? CIR Expert, oui. D'accord, donc une nouvelle application. Aujourd'hui, on est en bêta-test, on est en version bêta-test, ça veut dire que les utilisateurs, les entreprises ou les experts comptables, les professionnels qui souhaiteraient utiliser ça, nous contactent via notre site pour avoir un accès à la main. On n'est pas encore à la version automatique, il faut que notre version doit être finalisée. Merci, on va passer la parole à Jean-Pierre Battigello. Donc on a vu que BPI France fait partie des outils fondamentaux, de base, pour financer le développement des entreprises qui sont dans les pépinières d'entreprises, qui sont innovantes, qui ont soumis leur dossier au Financial Innovation Day. Rappelez-nous un petit peu la gradation des dispositifs et comment vous les examinez. Oui, alors, donc nous, par rapport au crédit d'impôt recherche qui vient d'être décrit, on a d'autres dispositifs qui sont des aides directes et qu'on fait en fait en amont des dépenses. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que vous avez une idée, donc vous êtes une entreprise ou un porteur de projet. Vous voulez créer une entreprise, vous avez un projet à financer qui est innovant. Donc il faut venir nous voir en amont des dépenses liées à ce projet. Sinon, ce n'est pas éligible. On ne peut pas faire du rétroactif. C'est très important de penser le timing. Hein, voilà. Alors après, souvent quand on vient nous voir un projet a déjà commencé. Donc là, on ne prendra pas les dépenses déjà effectuées, mais on prendra la suite du projet, quoi. Enfin, parce que c'est rare qu'on vienne nous voir au moment d'avoir l'idée. Voilà. Donc on s'adapte, mais par contre c'est très important de savoir que légalement et vis-à-vis des instances européennes qui derrière contrôlent tout ça, il faut que pour que l'État ait un rôle incitatif, il faut qu'on finance des dépenses qui ne soient pas encore faites. Les dépenses à venir. Les dépenses à venir, voilà. Et c'est vrai que c'est important ce que tu dis, Jean-Marc, parce que souvent on accompagne des entreprises chez vous, et le chargé d'affaires est très clair. Ah oui. Il y a la date de départ, et tout ce qui avance, c'est perdu. On nous dépose un dossier au jour J, et l'Europe a été claire, c'est au jour J plus 1 que les dépenses sont éligibles, quoi. Donc ça, c'est gravé dans le marbre et dans les contrats qu'on fait. Alors après, vous venez nous voir, on a toute une batterie de dispositifs. Il y a quelques années, on était spécialiste du financement de l'innovation technologique. Maintenant, on finance depuis 2 ans l'innovation sous toutes ses formes. Innovation d'usage, on va même financer l'innovation sociale. Donc vraiment tous les projets. Le premier dispositif, c'est la bourse French Tech. On en a peut-être parlé ce matin, mais non, c'est important d'y revenir parce que c'est un bourse dispositif French Tech, important. c'est l'entreprise qui a moins d'1 an. Donc son premier projet. Là, on est entre le CABIS et 365 là. Voilà. Pas 366. Il faut qu'on fixe des règles. Donc effectivement, c'est moins d'1 an. Parce qu'après, on a quelque chose qui s'appelle l'aide à la faisabilité. Alors, pas vous mentir non plus. Bourse French Tech, on aurait pu appeler tout aide à la faisabilité et c'était pareil, sauf que la marque French Tech est importante, donc on a dit qu'il faut garder le nom Bourse French Tech. D'accord. Voilà. Donc quand on a moins d'1 an, c'est Bourse French Tech, quand on a plus d'1 an, c'est aide à la faisabilité. La Bourse French Tech, c'est vraiment une petite subvention, maximum 30 000 €. Donc c'est exceptionnel parce que le mot subvention est quasiment interdit aujourd'hui. Oui, alors voilà, moi j'ai une dotation pour la région PACA annuelle de 28 millions et j'ai 3 millions d'euros de subvention, donc voilà, c'est 10% à peu près de subvention. Mais pour 2016, on a déjà épuisé un petit peu le stock, non? Non, pas encore, non. Ça va. Pas encore, on peut encore déposer des dossiers? Oui. D'accord. Non, 2016, effectivement, il ne reste pas grand-chose. Par contre, voilà, c'est vrai on essaie de s'organiser pour que les dotations augmentent. L'État, vous savez, il a des ressources
limité. Donc nous, on arrive à maintenir à peu près notre niveau de disponibilité. Mais à côté de ça, on va chercher des ressources auprès de la région, de l'Europe. Donc il y a plein de dispositifs où on essaie de trouver d'autres moyens. Si je reprends pour être schématique sur les étapes, voilà, j'ai une entreprise, on a vu, bon, donc, première année, Bourse French Tech. Ouais. Quels sont les dispositifs auxquels je suis éligible au fur et à mesure que je grandis et que mes besoins grandissent? Bourse French Tech, donc ça c'est vraiment un primo-accident, première année de création d'entreprise. Si on est une entreprise déjà existante, donc c'est l'aide à la faisabilité. Donc vraiment la subvention, on la réserve soit parce qu'on est très risqué, parce qu'on vient d'être créé, soit parce qu'on est sur un verrou technologique à lever, où on a besoin d'une petite dépense, enfin, relativement petite, pour prouver que ça marche. Pour prouver que ça marche, voilà. Et après on passe dans des phases de développement, où là on passe sur des avances remboursables ou du prêt à taux zéro, pour simplifier. Donc on est sur avance remboursable après. Voilà, prêt à taux zéro. Quel niveau de prêt vous pouvez faire? Alors là, on commence à 50 000 et on peut aller jusqu'à 3 millions. Ah oui, d'accord. Et on finance à chaque fois 50% d'un projet, quoi, en fait. Ah, 50%, voilà. Il faut trouver les autres 50%. Voilà, et les autres 50%, ben, c'est là où on fait appel à nos réseaux d'investisseurs. Voilà. Si le projet est bon, on va aider l'entreprise à trouver les financements qu'il faut pour compléter. C'est qui? C'est les banquiers? C'est qui? Alors les banquiers, on commence à les voir sur l'innovation. Donc nous, on peut les contre-garantir. C'est dans des autres dispositifs qu'on a chez BPI France. Donc aujourd'hui, c'est plutôt les business angels, les fonds d'investissement qui complètent le capital risque. Les banquiers, en général, on les voit plutôt sur une phase un peu postérieure, parce qu'après, une fois que la R&D est financée par ces aides, on a d'autres dispositifs, y compris chez BPI France, comme le prêt innovation, pour le lancement industriel et commercial d'une innovation. On voit souvent chez les porteurs de projets, dans les fiches que l'on a eues pour les Financial Innovation Day, développement commercial. Est-ce que le développement commercial, c'est quelque chose qui est éligible? C'est un gros mot qui a l'air de porter des réticences parfois sur le financement. C'est pas éligible aux aides à la RDI européenne. Donc là, vous n'aurez pas une aide, vous n'aurez pas de subvention, vous n'aurez pas de prêt à taux zéro, mais vous aurez un prêt à taux d'intérêt. Si vous avez plus de 3 ans, parce que là, on a un rôle de banquier et on analyse un historique financier, voilà. Et donc là, effectivement, on sait financer ça avec des prêts patients. En général, c'est des prêts sur 7 ans avec 2 ans différés d'amortissement du capital. 2 ans différés d'amortissement, voilà, très intéressant. Je peux donner un exemple parce que... Yves Martin Chat, parce que c'est une question qui était dans les fiches qu'on a vues, le développement commercial, et on sait que chaque fois qu'on en parle à des financeurs, il y a un petit clignotant qui s'allume en disant c'est pas trop notre histoire. C'est une réalité. On s'est rencontrés il y a 1 semaine et demie avec Jean-Marc chez une entreprise que BPI a aidé, que j'ai aidé, moi je l'ai aidé sur la partie crédit d'impôt recherche, et puis lorsque j'ai fait le crédit d'impôt recherche, l'entreprise était en phase de développement commercial, elle était en attente d'une levée de fonds, et elle avait besoin d'argent. Je me suis retourné vers BPI, j'ai montré le projet à un chargé d'affaires, il avait déjà aidé, ce qui a donc énormément facilité parce que la société était déjà identifiée. Je crois que c'était une enveloppe à 50 ou 100 000 euros. Et là, j'ai dit, on a besoin de 700 000. Il m'a dit, pas de souci, je t'arrondis à 750. D'accord. Il a fait le chèque, le virement en moins de 15 jours. 3 mois après, la levée de fonds n'était toujours pas faite. Et les commandes arrivaient. Donc il fallait quand même payer. C'était dans les dans les papiers. Et BPI a remis 450 000 euros. Ah oui, d'accord. Donc vous avez les outils qui permettent d'intervenir sur ce niveau-là. Voilà. Après, c'est des outils qui sont contraints budgétairement parce qu'ils sont contre-garantis par le Fonds européen d'investissement. Donc ce n'est pas des enveloppes illimitées non plus. Voilà, sur le prêt innovation, on sera à 23 millions d'euros cette année et pas 1 centime de plus. D'accord. Voilà, donc là, on arrive aussi à la fin de l'utilisation de fin d'année, c'est pas terrible pour ça, non? Ouais, après, il faudrait qu'on dise non plus. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, on a des demandes qu'on satisfait au fil de l'eau. Donc on a des contraintes, effectivement, et quand on arrive plutôt le dernier trimestre, souvent il faut attendre l'année prochaine, quoi. Il est un peu plus dur que le premier, voilà. D'accord, mais il faut l'avoir dans le calendrier parce que pour les porteurs de projets qui, eux, ont leur charge à payer tous les mois, le calendrier est quand même très contraignant et il faut pouvoir se dire finalement que voilà. Alors c'est vrai, en région disponibilité pour tout ce qui est public, on le sait en fin d'année, c'est un peu plus difficile, quoi.
Après, c'est vrai en région PACA, parce qu'on est une région très innovante où il y a beaucoup de demandes et que la Beaucoup de demande est demandes. supérieure à l'enveloppe dont on dispose, quoi. Enfin, donc voilà, donc c'est pour ça qu'on essaie de trouver d'autres Qu'est-ce que vous ressources. faites à aller à Paris pour leur demander à augmenter l'enveloppe alors? On vous aide? Ah oui, mais si l'on augmente l'enveloppe en PACA, il faut la réduire ailleurs, et là c'est Bah bien sûr, il n'y a pas de compliqué. souci. Voilà, donc les dispositifs un petit peu que l'on voit, là, il y a quand même beaucoup de dispositifs. J'interviendrai encore sur l'offre de BPI, parce que j'en suis utilisateur indirect via nos entreprises. Ce qu'il faut, moi ce que j'ai retenu, tu me contredis Jean-Marc, c'est qu'un porteur de projet doit aller voir la BPI que lorsque son projet est quand même bien clair, bien mature. Il ne faut pas aller présenter un projet lorsque dans la tête du dirigeant il n'est même pas clair son projet. Parce que là on a une croix rouge qui est portée par le chargeur d'affaires que vous allez retrouver dans un an quand vous allez retaper à la porte. Il y a de fortes probabilités. Oui, ben, quand on présente un projet trop tôt à un investisseur, c'est un peu ça aussi. Hein, donc, alors on n'est pas aussi dur que des investisseurs, mais c'est vrai que comme on voit beaucoup de projets, et souvent la première appréciation qu'on a d'un projet, elle reste marquée. Elle reste gravée, donc il faut faire très attention. Voilà, Parce qu'on dit faites attention de ne pas vous carboniser sur le premier rendez-vous. Mais voilà. Allez, Après- on attend juste de prendre une question parce qu'on a glissé un petit peu sur le dessert tout à l'heure. Donc est-ce qu'il y a une ou deux questions que vous souhaitez poser à nos intervenants? Attendez que je trouve ma question une minute. Je voulais avoir les conditions d'attribution de la subvention de 30 000 € pour les entreprises de moins d'un an. C'est sur l'innovation techno? French Tech, hein, c'est ça. Bourse French Tech, oui, c'est de tout type d'innovation. Donc ça peut être techno ou non techno. La seule chose, c'est qu'on finance au maximum 70%. Donc on vous demandera d'avoir en gros les 30% pour couvrir la totalité de la dépense. Voilà. Alors après, il faut nous présenter votre projet, un business plan. Voilà. Donc là, on est vraiment sur la création d'entreprise. Donc il faut qu'on ait Il faut convaincre. c'est très rapide. Hein, si votre dossier est complet, en 10-15 jours, vous pouvez avoir le virement, quoi. Enfin, C'est rapide, mais il faut être dans les clous. Ouais. Une autre question, vous l'avez retrouvée, votre question, monsieur? Non? Bien, alors vous reviendrez tout à l'heure, n'importe comment. Yves-Martin Chave est dans les allées du Financial Innovation Day et Jean-Pierre Battigello va rester un petit peu quelques minutes. C'est Jean-Marc, hein, il y a eu une erreur. Jean-Marc, mais c'est pas grave. pardon. Jean-Marc Battigello va rester avec nous. Voilà, merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce parcours de financement de l'entreprise innovante. On se retrouve dans quelques instants pour parler du crowdfunding. Merci à tous.